10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Chers téléspectateurs de la télé-école, la première chaîne éducative en Afrique au Sénégal, également de la radio-école, la 106.1, bonjour et bienvenue à 10h midi, votre émission matinale 100% éducative. Du lundi au vendredi de 10h à midi, nous vous proposons une immersion dans des thématiques riches et variées pour vous accompagner dans votre développement personnel et apprentissage. L'émission d'aujourd'hui va s'articuler autour de 3 rubriques. Jeunesse et entrepreneuriat pour inspirer la nouvelle génération de leaders économiques, prise de parole en public pour maîtriser l'art de la communication et la rubrique sportive pour rester informé de l'actualité sportive. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités de marque exceptionnels, chacun maître de son domaine. Il s'agit bien sûr de Madame Mbayang Loum, une jeune étudiante en master géographie de la santé à l'UCAD, également formatrice, coach en entrepreneuriat et rédaction de projets. Madame Mbayang Loum est aussi fondatrice des Merveilles de la Casamance. Elle prône pour le consommer local à travers la cosmétique. Madame Mbayang Loum va nous démontrer aujourd'hui qu'il est possible de démarrer son business avec 0 francs. Également, Monsieur Papa Karim Diop, modérateur, orateur et coach en développement personnel. Il va nous livrer ses secrets pour vaincre la peur de prendre la parole en public et devenir un communicateur hors pair. Pour le dernier rubrique, nous aurons comme invité Monsieur Ibrahima Junior Lai, chroniqueur sportif. Il nous fera vivre les moments forts de l'actualité sportive. Je suis Njo Bambaye, présentatrice à la télé et à la radio-école. Mesdames et messieurs, préparez-vous aujourd'hui pour une matinée riche en découvertes et en apprentissage. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Comme annoncé, Monsieur Papa Karim Diop, Madame Mbayang Loum, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, c'est le premier numéro de 10h midi qui est une nouvelle émission dédiée à l'éducation. Monsieur Papa Karim Diop, aujourd'hui, vous allez nous parler de ce qu'on appelle la prise de parole en public. Avant tout, qui est Papa Karim Diop? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. C'est avec un plaisir aujourd'hui de répondre à l'invitation de la télé-école par l'entremise de ma sœur et d'une personne inspirante qui est là, Njo Bambaye. Et de partager avec moi également ce plateau avec Mbayang Loum, qui est une entrepreneur qu'on ne présente plus, qui a également fait ses preuves dans le domaine de l'entrepreneuriat, et venir également sur ce plateau partager nos modestes connaissances et expériences sur la communication. Merci beaucoup pour cette invitation. Et j'aurais aimé que l'on commence par les femmes, vu qu'on est au mois de mars. Mais vu qu'on choisit les hommes, voilà, on va s'adapter. Ok, alors beaucoup maintenant s'intéressent aujourd'hui à la question du prise de parole en public. Un véritable problème pour beaucoup de jeunes, car à l'école, on ne nous a jamais appris, donc disons à l'école primaire, collège, même au lycée, comment prendre la parole en public. Beaucoup ont fini par découvrir la prise de parole en public quand ils ont été à l'université ou bien intégrer des associations. Maintenant, aujourd'hui, nous souhaiterions apprendre davantage à tout ce qui touche à la parole et l'art de prendre la parole en public avec vous en tant que coach. D'abord, qu'est-ce que la parole? La parole est une question difficile, facile à la fois. Je pense que, comme vous l'avez dit, prendre la parole n'est pas quelque chose qui est facile dans nos sociétés. Parce qu'à la maison, nous avons appris naturellement à parler. Parce que l'homme est un autodidacte de la parole. C'est pourquoi j'aime préciser cette différence qui existe entre savoir parler et savoir communiquer. Parce que vous apprendre à parler serait pour moi très audacieux, pour ma modeste personne. Ce qui veut dire que nous tous, naturellement, on sait parler. À la maison, on nous a appris à parler, mais pas forcément à communiquer. Et à l'école également, où on espérait pouvoir apprendre à parler, on nous apprend plus ce qu'il faut dire, mais jamais comment le dire. Ce qui pose des problèmes chez certains étudiants qui soutiennent leur mémoire et qui trouvent tous les problèmes du monde pour pouvoir tenir un bon discours.
Mais ça ne se limite pas dans le domaine académique. Que ça soit qu'importe le domaine, religieux, sportif, on a besoin de parler parce qu'il n'existe aucun domaine qui échappe à la communication. Dès lors, apprendre à mieux communiquer avec les autres devient une importance capitale. Mais c'est quoi communiquer? Communiquer, c'est plus parler de soi. C'est avoir une parole tournée vers l'autre. C'est entrer en relation avec l'autre par la parole. Et c'est un joli mot, relation, qui veut dire narration, récit et histoire. Donc, c'est commencer une histoire avec l'autre. Là où je vous parle, je suis en train de créer une relation, créer une aventure avec vous. Et dans cette aventure qui est très perplexe et très sensible, il y a des codes, une conduite à avoir, une posture à adopter et des techniques et des règles qu'il faut respecter pour pouvoir bien s'exprimer. On ne parle pas comme on veut. On parle en respectant des règles. Et ce sont ces règles-là, après avoir édifié sur l'importance de la communication, que nous allons partager aujourd'hui pour vous aider à pouvoir vaincre votre stress, mais surtout à parler comme vous êtes. D'accord, coach. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a une question où on n'a pas encore de réponse à l'unanimité. Beaucoup pensent que la prise de parole en public est un art avec lequel on est avec. Donc, on est avec cet art de prendre la parole en public. Mais d'autres ne partagent pas cet avis. Ils disent que la prise de parole, l'art de parler en public en tout cas, c'est acquis. On peut développer ça avec les formations et l'apprentissage continu. Qu'en pensez-vous? Je pense que les deux ont raison. Personne n'a tort. Parce que c'est deux thèses qui sont complémentaires. Parce que dans l'art oratoire, il y a les uns qui naissent avec toutes les prédispositions naturelles. Il y a les uns qui ont été gâtés par l'environnement. Il y a les uns également qui, par l'environnement, par une bonne éducation, parviennent naturellement à s'exprimer sans avoir conscience des techniques et des règles utilisées. Par contre, il y a des autres également qui n'ont pas toutes les prédispositions requises pour parler. Mais la bonne nouvelle est qu'à force de travailler, de s'exercer, de se faire violence, de se faire une bonne violence, la bonne violence, on peut arriver au même niveau. Donc, ce qui veut dire que rien n'est tracé en matière d'éloquence. Et le plus important, c'est quoi? C'est le travail. Parce qu'il y a Cristiano Ronaldo qui disait que le travail acharné bat le talent. Donc, je rejoins la première thèse qui dit qu'en matière d'éloquence, il y a des acquis. Donc, c'est inné à la fois, mais c'est également quelque chose, une compétence qu'on peut acquérir au fil du temps avec de l'exercice, avec de la pratique. D'accord, c'est vrai parce que nous voyons des jeunes à leur bas âge, des gens qui ont été capables de mener un groupe. Donc, ils n'ont jamais appris la communication, mais également le management. Mais à travers leur art de convaincre, leur capacité à communiquer, ils parviennent toujours à convaincre. C'est pourquoi beaucoup pensent que c'est inné. Mais quand on dit que c'est acquis, avec l'apprentissage, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu l'audace de prendre la parole en public ont commencé par le faire avec des formations, comme je le disais, avec des associations telles que AEC Africa. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, c'est possible avec les deux. C'est inné, également acquis. Effectivement, c'est un art qui est à la fois inné et acquis. Et je pense que le plus important, c'est le travail à faire. Parce qu'avoir seulement le talent ne suffit pas. Donc, le talent doit être accompagné par une conscience de son talent, par une conscience également des règles également et des conduites qui régissent notre discipline. D'accord. Qu'importe la discipline, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en art oratoire, le plus important, c'est avoir déjà les prédispositions, mais également de pouvoir cerner les subtilités de sa discipline afin de mieux avoir une parole réfléchie, une parole qui impacte, une parole consciente et une parole décidée. D'accord, nous allons revenir sur vous, Monsieur Papa Karim Diop. On va aborder Madame Mbayang Loum. Mbayang Loum, vous êtes jeune étudiante en master de géographie de la santé, également entrepreneur et formatrice. D'après votre expérience, qu'est-ce qui vous inspire cette question? La prise de parole en public est innée ou acquis? Alors déjà, bonjour Dioba et merci à Télé-École pour l'invitation. Également, merci de partager le plateau avec notre très cher coach, Papa Karim Diop. Alors la question à laquelle de savoir si la prise de parole est acquise ou innée,
Dans les deux cas, je vais dire que c'est possible, mais je vais dire qu'en travaillant, on peut l'avoir. Par exemple, moi, mon cas, Karim le sait très bien, je vais dire que je l'ai travaillé, ce n'était pas en moi, et que tout simplement qu'il faudrait prendre conscience que l'on a besoin de ça, comme il l'a dit tout à l'heure, dans tout domaine d'expertise. Donc, même si la chose n'est pas acquise en vous, vous pouviez le faire avec des formations, en intégrant également des groupements. Et il faut aussi avoir la persévérance et la détermination de vouloir le faire pour le réussir. Donc, on voit beaucoup d'orateurs quand ils vous disent que avant je ne savais pas parler devant des gens, devant des centaines, des milliers de gens, vous alliez dire non. Tout simplement parce qu'ils ont eu à le travail. Donc, pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, bien sûr que c'est possible. Donc, dans les deux côtés, ça peut être véridique, mais chacun son expérience. C'est bien possible et nous partageons votre avis parce que beaucoup de jeunes avaient le trac quand ils étaient face à un public. On les voyait trembler, mais avec les formations continues, ils sont parvenus à créer une nouvelle version d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Madame Mbayang Loum. Alors, Papa Karim, nous allons passer à une question aussi pertinente que la première. Qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui vous a motivé à aimer la parole jusqu'à devenir coach, modérateur et orateur? Ah oui, merci beaucoup pour cette question qui m'a fait plaisir parce que parler de soi, parler de sa passion est quelque chose qui est intéressant pour nous. Donc je pense que ça c'est une question également qui relève d'une passion, d'un amour que j'ai de la parole. Mais comme l'a si bien dit Mbayang, je pense qu'il a même ébauché cette question. Il a parlé également de deux types de personnes. Les gens qui naissent avec les prédispositions et d'autres qui doivent travailler. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Des gens qui ont travaillé pour pouvoir aujourd'hui parler devant un public de plus de 200, 300, 400 jusqu'à 500 personnes. Donc, auparavant, il faut que j'avoue que j'avais toutes les difficultés pour pouvoir tenir même la parole en réunion. Donc, je me rappelle mes débuts, c'était très compliqué pour moi de m'exprimer parce que j'avais beaucoup de lacunes. Je ne pouvais pas parler sans pour autant bégayer, sans pour autant trembler. Et à un moment donné, en tant que personne qui décide de prendre sa vie en main, de s'imposer dans la vie associative, parce que je suis un leader qui aimerait apporter ma contribution dans le développement du Sénégal, c'était pour moi une occasion de prendre ma vie en main. Et la prise de parole, comme on le dit, ce n'est pas que l'expression des mots, c'est l'expression d'une personnalité. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on n'a pas un niveau d'estime de soi élevé, un niveau de confiance en soi élevé, cela se sent, ça se voit lorsqu'on prend la parole. Donc, j'avais vraiment ces difficultés-là, en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi. Ce qui faisait que quand je prenais la parole, j'étais plus, pas dans ma tête, mais dans la tête des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ce que je fais est bien? Je minimisais même ma parole. Or, lorsqu'on n'est pas convaincant, il sera très difficile d'être convaincu. Et lorsqu'on n'est pas également convaincu, être convaincant. Donc, c'est par là où est née la passion de la parole. C'était vraiment une prise de parole, par hasard, qui a su réveiller en moi quelque chose. Donc, au fil du temps, j'ai creusé l'abcès et je voyais qu'il y avait vraiment du chemin à faire dans ce domaine. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à me challenger, à me lancer des objectifs, qui était de prendre la parole devant 3 personnes en réunion pour saluer. Donc, j'ai commencé par, à travers nos rencontres à l'université, par prendre la parole juste pour saluer. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager cette rencontre avec vous. Donc, c'est comme ça qu'est née la passion petit à petit. À un moment donné, je me sentais être dans une routine qu'il fallait briser pour aller affronter un large public. Un public de 50 personnes, 100 personnes, jusqu'à 300, 400 personnes. J'ai fait un clin d'œil au grand concours de cas débattre national, donc où j'ai eu vraiment à m'affirmer le bas devant ce public. Mais également, à un moment donné, je me suis dit que le Sénégal ne suffisait pas. Il fallait aller au-delà des frontières pour participer à d'autres concours, pour mieux avoir de l'expérience. Donc, au vu de ces compétitions, de ces rencontres, je ne suis pas devenu un grand champion. J'ai pas eu de trophée, il faut que je le dise. Mais je pense que la victoire qui m'a le plus marqué, ce n'est pas celle que j'ai eue sur l'auditoire, mais celle que j'ai eue sur moi-même. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette compétition, ce que l'on gagne, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Mais c'est cette victoire-là sur soi-même. D'avoir osé,
quitter un point A pour aller vers un point B. Et je vous le garantis, hein, c'est un sentiment fabuleux qui redonne goût à sa vie, du sens à sa vie, mais également qui revigore notre estime de soi et surtout notre confiance en soi. Et je termine par ce pilier-là qui est extrêmement important, que la prise de parole en public permet d'avoir, c'est la confiance en soi. Il n'y a rien qui peut se bâtir sans confiance en soi. Et si vous voulez développer votre confiance en soi, choisissez de prendre la parole. C'est extrêmement important. Alors, merci beaucoup, coach. C'est très pertinent. Alors, ça confirme ce qu'on dit souvent, que tout est question d'amour. Quand on aime ce qu'on fait et quand on fait ce qu'on aime, on finit par trouver la porte de la réussite. Donc, nous allons vous demander, à vous, coach, donc c'est vraiment la question de beaucoup de gens, qui est: quelles sont les différentes techniques utilisées pour captiver l'attention de votre audience? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il peut y avoir des techniques que l'on peut utiliser pour que quand on prend la parole, on arrive à avoir l'attention, mais également la totalité de l'attention de notre auditoire. Quelles sont ces techniques? Merci beaucoup pour cette question qui est intéressante. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, tout art repose sur des techniques. Donc, même conduire une voiture ne se fait pas au hasard. Donc, il y a des techniques, des codes qu'il faut respecter. Donc, moi, je suis plus dans le concept de la prise de parole, hein, et pas dans la grandiloquence. Parce que je pense qu'il faut parler comme on est. Parce que la parole exprime la personnalité de l'être. Donc, ce qui veut dire que moi, je ne pourrai jamais parler comme vous. Je ne pourrai jamais également, autant que j'aime bien, parler comme elle. Donc, on ne parle que comme on est. Et aucune prise de parole également n'est parfaite. Donc, la première des choses à faire, c'est de s'assumer. Savoir qu'on ne pourra jamais parler, avoir une parole parfaite qui fera l'unanimité. Donc, je pense que cette dose-là d'humilité, elle est extrêmement importante, de sensibilité. Donc, ne pas trop se remettre en question, mais de se voir comme on est, hein, et de s'apprécier, apprécier son résultat, apprécier également les efforts qu'on a fait pour prendre la parole. Ça, c'est extrêmement intéressant. La deuxième chose également qui est déterminante, c'est la préparation. Parce que celui qui oublie ou celle de se préparer, mais se prépare à se faire oublier. J'ai cité Dr. Cheikh Oumar Diallo dans son ouvrage « La parole gouverne le monde ». Je pense que le secret le mieux gardé, en tout cas des orateurs qui marquent les esprits, qui touchent les cœurs, c'est la préparation. Il y a d'aucuns qui nous font croire que c'est des génies en art oratoire, qui ne se préparent pas, mais je pense que c'est une impression que l'on donne. En tout cas, moi, je les faisais auparavant. Moi, je pensais que... je ne vous coupe pas la parole, mais quand vous parliez de préparation, ça m'a rappelé une chose. Quand j'étais finaliste au concours national d'art oratoire, je me suis vue dans vos propos parce que là, j'ai vu des gens qui se sont préparés en 7 mois. Moi, je suis restée, le concours c'était dimanche, j'ai écrit le discours le vendredi. Je l'ai lu le samedi, me préparer pour moins de 24 heures et vouloir faire une belle prestation. Donc, j'ai su que je n'ai pas remporté cette finale parce que juste je ne m'étais pas préparée au concours. Donc, ce qui veut dire que la préparation est extrêmement importante du moins, donc pour une belle prise de parole en public, parce que ça permet de connaître ce qu'on appelle le fil conducteur, mais également de se situer pour les différentes parties dans un discours. Extrêmement intéressant. Si on ne sait pas d'où l'on vient, il nous sera très compliqué de pouvoir savoir où l'on va. Donc la prise de parole, c'est également du contenu. Donc avoir quelque chose à dire, parce qu'on ne parle pas sans ne rien dire. Après avoir eu du contenu à partager avec un public, il faut vraiment respecter certaines codes, voilà, certaines conduites, certaines techniques. Et rejoindre Abraham Lincoln qui disait que si j'ai 5 heures pour couper un arbre, je prends toujours 4 heures pour aiguiser ma lame. Montrer la place de la préparation. Mais ça ne suffit pas. L'idée, ce n'est pas de se préparer aléatoirement, mais c'est savoir comment se préparer. Il y a des gens qui, dans des concours d'éloquence, mémorisent le discours. Et qui, à chaque fois qu'ils oublient un seul mot, se perdent dans le discours. Donc, je pense que l'idée, c'est de vous dire de vous préparer, mais de vous donner quelques astuces pour vous montrer à bien se préparer. La meilleure manière, c'est quoi? C'est avoir une entrée. Exhorte, c'est ce qu'on dit en art oratoire. Une introduction bien ficelée. C'est ici que je vais commencer. Avoir pas un texte à parceriser, mais des points à développer. Parce que moi, je conçois l'art oratoire comme l'art d'entrer en relation avec l'autre. Donc, on a des idées à développer, on a quelque chose à partager. Au lieu de venir de manière solitaire devant un auditoire,
il faut venir de manière solidaire. Donc l'orateur est à la fois solitaire. Le point solitaire, c'est la préparation. C'est le fait de maîtriser son chemin. Avoir une aventure à dérouler. Mais seul, on va vite. Ensemble, on ira plus loin. Et l'assistance n'est pas là simplement pour vous regarder. Elle est là en tant que co-auteur, coproducteur. Le public, il est co-auteur et coproducteur du discours. C'est pourquoi nous devons l'impliquer dans la co-élaboration du discours. C'est pourquoi lorsque le public participe à la rédaction du discours, à la fin, il ne peut pas s'empêcher de vous applaudir. Et nous disons souvent que les applaudissements sont le salaire de l'orateur. Donc les applaudissements représentent le salaire de l'orateur. C'est ainsi que l'orateur doit tâcher d'impliquer l'autre, le public, dans la rédaction et dans la réussite de son speech. Et pour ce faire, lui-même doit avoir un fil conducteur. Quelques points à développer. Et même des connecteurs logiques qui vous permettront de ne pas vous perdre. C'est ici que je vais parler. Je vais commencer par ça. Développer 3 points. Exemple sur l'éducation. Voici mon introduction. Je parlerai de causes de l'éducation, des conséquences et des solutions. En ayant cette structuration, il nous sera, je ne dirais pas impossible, mais très difficile de nous perdre. Mais prévoir également sa chute, la péroraison qui est extrêmement importante. Parce que les moments les plus déterminants d'une communication, de cette relation-là que je suis en train d'entretenir avec Mbayang, c'est l'introduction et la conclusion qu'il ne faut jamais rater. À cela s'ajoutent d'autres éléments qui viendront avec le temps. Mais si j'ai vraiment des éléments sur lesquels j'aimerais insister, c'est surtout la préparation. L'autre élément, c'est la structuration, parce que quelles que soient vos lacunes et vos défauts, si vous êtes structuré, le public vous suivra sans difficulté. D'accord, mais avec des prises de parole, des fois, on note quand des coachs prennent la parole, ou bien quand des gens prennent la parole en public, pour camoufler les hésitations, ils les remplacent des fois par des silences qu'on appelle les silences éloquents. Oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des gens qui ont naturellement des tics de langage. Exemple de tics de langage, voilà, bon, en fait, vous savez, voilà, c'est OSS quoi. Donc, c'est des mots qui permettent de combler le vide qui existe entre les phrases, entre les mots. Donc, dans la communication de tous les jours, dans les discussions personnelles, on a l'habitude de le faire. Cela marche du point de vue amical, mais pas dans une parole publique, dans une parole qui est amenée à convaincre, dans une parole d'impact. Dans une parole d'impact, chaque mot, chaque son, chaque seconde, chaque minute compte. C'est pourquoi le bon orateur est dans la maximisation du temps. Au lieu d'avoir des mots pour ne rien dire, on remplace ces mots par un silence pour mieux relancer l'attention du public. Parce que l'idée au début, avec l'introduction, c'est de capter l'attention du public. Mais l'attention n'est jamais acquise. Elle doit être perpétuée et maintenue, voire même verrouillée durant notre speech. Et pour ce faire, au lieu de faire des voilà, on met un silence. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir aujourd'hui d'être à la télé-école. On fait mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Un plaisir d'être ici à la télé-école pour partager notre modeste connaissance sur l'art oratoire. C'est très simple, mais c'est plus captivant. Alors, merci beaucoup, coach. Mbayang, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil en ce qui concerne les techniques pour pouvoir captiver son auditoire, le public? Bien, alors je suis tout à fait d'accord avec Karim quand il dit qu'on doit entrer en connexion avec le public, parce qu'on voit que certains orateurs, parfois, ils essayent de faire rire le public ou qu'ils essayent quand même de les taquiner, c'est pour les faire réveiller. Parce que des fois, on part aller faire une prise de parole en public dans un endroit qui est peut-être clos, qui est trop à l'aise, avec la clim déjà, donc les gens sont là, endormis, on dirait. Ils sont tellement à l'aise que, voilà, je dis ça parce que ça nous est arrivé à Saint-Louis. Ils étaient tellement à l'aise avec la clim, c'est comme s'ils ne bougeaient pas. Et donc, moi, j'étais obligée. D'habitude, il y a toujours un podium devant où tout le monde est assis. Moi, je me suis décidée, je me suis levée. Je suis allée entrer entre les rangées. Bon, c'était un amphithéâtre dans les rangées. Je suis entrée, ils m'ont regardé, je les ai regardés en face pour leur faire savoir que je suis là pour vous, donc il faut m'écouter et tout.
Et aussi, autre chose, autre astuce de prise de parole en public, il ne faut pas, comme il a dit, mémoriser le texte, en fait. Il faut toujours entrer avec une exorde et aussi avoir des connecteurs logiques. Parce que quand on mémorise un texte, on va oublier de communiquer avec le public. Et la communication, en fait, c'est vraiment le secret. Il ne faut pas tout simplement se dire que oui, je suis là, je parle pour moi, pour qu'on m'écoute. Il faut que les gens vous entendent bien et qu'ils essayent de vous suivre jusqu'au bout. Alors, et moi, je vais également pour briser, en guise de complémentarité, le mythe de l'improvisation. Donc, l'improvisation n'existe pas. Ce n'est que la répétition de quelque chose qui a été déjà fait. Parce que même l'improvisation se prépare. Ça se prépare. Et cela revient à faire également la différence entre un orateur de texte et un orateur de mémoire. L'orateur de texte est scotché à sa copie, n'est-ce pas? Et il rompt la relation avec son auditoire. Mais l'orateur de mémoire est connecté à sa culture, à ses nuits blanches, à ses réflexions, n'est-ce pas? À ses monologues, à ses soliloques. C'est ce qui fait de l'orateur de mémoire quelqu'un qui est capable d'improviser, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire que l'orateur, le bon orateur, est toujours prêt à se lancer parce qu'il sait se préparer aux différentes éventualités, aux différentes occasions qui peuvent se présenter devant lui. Donc, Mbayang a touché un point qui me semble être très intéressant. Très intéressant, oui. C'est l'idée également de toujours maintenir la relation, mais également faire en sorte pour être soucieux et respectueux de la présence de l'autre, qui n'est pas une présence qui est vaine, mais une présence qui est dialectique. Mais aussi, il y a également lieu l'importance d'étudier le cible. Donc, quel public nous aurons? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec notre auditoire, il y a des gens, beaucoup de personnes, donc ils ne sont pas de la même catégorie. Parce que, par exemple, Karim, lui, il a besoin de m'entendre pour pouvoir être captivé. Mbayang, elle aura juste besoin de m'entendre. Mais une autre personne, Alpha, aura besoin de me voir et de m'entendre pour pouvoir être captivée. Donc, tout ça, ce sont des paramètres à étudier. Donc, c'est ce qu'on appelle, même les entrepreneurs, ils vont aller étudier le marché avant de lancer leur projet. Donc, avant de vous faire face à un public, il faudra au préalable connaître son public. Très important. Donc, moi, je vais aussi y ajouter que ce sera intéressant d'avoir un bon contenu. Parce que pour pouvoir captiver à bien donc, son auditoire, ce qu'on va dire doit être important. Donc, c'est pourquoi on parle de contenu. Quand c'est important et intéressant, on arrive à capter en public. Mais quand on vient pour raconter des bovards ou bien quand on ne prépare pas bien son discours, vous allez voir que votre public va être complètement déconnecté. Mais quand on vient avec un bon contenu, une belle présentation, de l'humour à la fois, faire rire le public, ils vont être connectés, même s'ils étaient déconnectés à un moment donné, parce que c'est difficile de captiver l'attention pendant 1 heure, même 2 heures. Des fois, ils seront obligés d'être complètement hors de la salle. Ce sera à vous, en tant qu'orateur, à vous, en tant que coach, de maîtriser cet art, de pouvoir les faire revenir en temps réel. Donc, sur ce, nous allons vous poser encore une question très pertinente. Nous pouvons avoir, par exemple, une certaine Fatou. Elle a beaucoup d'idées en tête. Elle connaît son secteur, son domaine. Elle sait ce qu'elle a à dire. Dans sa tête, il y a tout en place. Mais son problème, c'est que quand elle est face à un public, elle a le trac. Elle ne parvient pas à faire sortir les mots alors que sa tête est bien remplie, comme je l'ai dit. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il existe des astuces pour pouvoir canaliser cette peur et les aider à être face à un public et de parler comme un bon orateur. Quelles sont ces techniques? Je témoigne mon empathie envers Fatou. Et nous tous nous connaissons, nous savons la difficulté qui se cache derrière le fait de prendre la parole devant un public et devant même un public inconnu. Vous l'avez tout à l'heure souligné. Moi, je pense que la connaissance de soi mène directement à la connaissance de l'autre. Donc, on se connaît, c'est bien avant de prendre la parole, mais c'est plus important également de connaître sa cible, le public, voilà, qui est censé nous écouter. Le trac, le stress est extrêmement difficile, mais font partie. Le trac, le stress sont extrêmement difficiles, sont extrêmement compliqués, mais l'idée, c'est d'admettre qu'ils font partie de la prise de parole en public. C'est le carburant de l'orateur. Le contrepartie de votre exigence,
c'est le stress. La preuve est que quand vous ne faites rien à la maison, vous n'êtes pas stressé parce que vous n'attendez aucun résultat. Donc, c'est le résultat souvent attendu de ma prise de parole qui crée souvent un certain stress qui est normal, n'est-ce pas? Donc, l'idée à cet effet, pour quelque chose qui est normal et normalisé, n'est pas de le supprimer. Donc, c'est l'erreur que Fatou souvent fait, c'est vouloir se débarrasser du stress et du trac. Or, on ne le supprime pas. On essaie quoi? De gérer. Donc, les gens qui prennent la parole, souvent, sont des humains qui peuvent être frappés par le stress. Donc, c'est comme un accident de route. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre la chance, toute la chance, les chances de son côté, afin de mieux tendre vers une prise de parole qui réussit. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je recommande? C'est la préparation. Ce n'est pas une baguette magique qui permet de mieux gérer le stress. Ce n'est pas supprimer également le stress qui vous permettra de faire un discours impactant, mais c'est de savoir gérer son stress. Avant, c'est la préparation. C'est également entretenir un rapport sain ou bien une bonne relation avec soi. C'est-à-dire la communication, le dialogue intérieur. Il y a des gens qui se déstabilisent même avant de prendre la parole. Chose qui témoigne un manque de confiance en soi. Si avant même de monter, vous êtes convaincu que vous n'allez pas réussir, inutile de prendre la parole. Ouais. Laisse-la avec Mbayang, au moins, qui est convaincu de pouvoir convaincre son auditoire. Ouais. Donc, je pense que souvent, ça vient d'un malentendu ou bien de désaccord entre le résultat attendu et les balles, les coups qu'on se donne gratuitement. Donc, je pense que Fatou doit arrêter de se donner des coups inutiles, mais de se galvaniser. Donc, vous devez être votre premier fan avant de monter sur scène, de vous motiver, de vous galvaniser et de choisir les mots positifs. Et c'est là où intervient le développement personnel, qui ne change pas une vie, mais qui permet au moins de maximiser les chances. Ouais. Je pense que cela est également important, la préparation, la pensée positive, voilà, être optimiste, ça ne change pas une vie, mais ça permet de voir le verre à moitié vide, à moitié plein qu'à moitié vide, comme on le dit souvent. L'autre chose également pour gérer le stress et le trac, c'est l'habitude. Donc souvent, le stress et le trac viennent du manque d'habitude ou bien de caractère. Il y a des gens qui sont naturellement timides. Et la timidité, la bonne nouvelle est qu'elle est faite pour être surpassée. Donc si on est timide, inutile de se lamenter, inutile de chercher davantage de problèmes parce qu'être timide déjà est un problème. Donc il faut à cet effet chercher une solution. C'est quoi? La loi des petits P, le plus petit pas possible. Au lieu d'avoir de grands rêves, je vais parler comme Papa Karim, qui peut-être a engrangé 5 ans d'expérience, Mbayang qui a engrangé peut-être 7 ans d'expérience, mais parle comme vous êtes. Ayez des petits objectifs, ne minimisez pas votre public. Vous avez déjà timide. Commencez par parler devant un public de 2 personnes. Donc, le pluriel commence par 2. Après 2, on se félicite. Souvent également, les débutants, c'est ce qu'ils ne font pas. Une fois après après avoir réussi à bien s'exprimer, voilà, au lieu de se faire le minimum, c'est un cadeau, être reconnaissant de ce qu'ils ont fait, ils voient plus que cela. Donc, il faut à la fois de l'exigence et surtout de la bienveillance. De l'exigence lorsqu'on doit se lancer et de la bienveillance après s'être lancé. Pour mieux se relancer, s'encourager et aller crescendo. Public de 2 personnes, 30 personnes, 100 personnes. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir même bâtir une vie et transformer des rêves en réalité. Particulièrement pour une bonne prise de parole. Allez-y crescendo. Vous allez vous révéler à vous-même au fil du temps. Alors, très pertinent. C'est la passion qui parle. Hein, la passion, oui. Alors, nous allons revenir sur ça. Mais déjà, Mbayang, il existe beaucoup de techniques. Des fois, on nous parle de visualisation. Donc, essayer de visualiser sa réussite. Des fois, il y a cet exercice d'inspirer, d'expirer pour pouvoir diminuer un peu la pression. Mais également, dans la salle, on nous dit que des fois, quand il y a le public, essayez de trouver un visage. Donc, par exemple, je peux trouver Mbayang. C'est beau de voir Mbayang. Ça inspire, ça donne du courage. Donc, tout ça, ce sont des techniques qu'on nous apprend. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, concernant les techniques, déjà, c'est très difficile pour pas tout le monde de regarder les personnes dans les yeux. Et pour ça, il y a des techniques en prise de parole en public. Il y a ce qu'on appelle le regard en V. Le regard en V, là, je suis dans la salle. Je ne vais pas regarder Pape Karim, je vais regarder au fond,
quand je regarde au fond, c'est comme si je regardais Pape Karim, mais je regarde au fond. Je vais revenir, je vais regarder Pape Karim un tout petit peu. Et quand je le regarde, si je ne peux pas le regarder au niveau des yeux, je vais le regarder là. Ça sera comme si je le regardais, mais je ne le regarde pas. Je regarde encore au fond et je vais revenir, ainsi de suite. Il y a aussi le regard en W. Tu vas venir là, derrière, devant, tu vas regarder la personne qui est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut aussi savoir que, comme il a dit tout à l'heure, en fait, il faut essayer de vivre avec sa peur. Effectivement. Donc nous, quand on était en première année d'université, avec notre très cher professeur, M. Timera, il nous a dit, vous pensiez que moi, je n'ai pas peur quand je viens vous faire cours? Parce qu'il est venu, il nous a demandé une question, personne n'a levé la main, on était à peu près 100 étudiants, et il nous a regardé, il nous a regardé comme ça, il nous a dit, est-ce que vous pensiez que moi, je n'ai pas peur quand je viens? Tout simplement pour nous dire qu'il faut vivre avec la peur, et que parfois, on tombe sur un public que l'on ne connaît pas. Donc moi, l'année dernière, une petite anecdote, j'ai été invitée durant le mois de Ramadan à un public, à une conférence. Et le thème, c'était les méfaits des réseaux sociaux avec l'utilisation par les jeunes filles. Et je suis y allée, j'ai vu des mourites, il y avait des grands-parents, des papas, des mamans et autres. Et il y avait aussi une très célèbre animatrice, Evatra. Donc je suis venue, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce que je vais me prendre pour parler avec ce public? Et là, je me suis dit que, vu que ce sont des personnes du 3e âge et que moi, je suis une toute petite enfant, je vais leur parler avec respect. Donc tout ce que j'ai fait en prenant la parole en première, j'ai parlé avec sagesse. En leur disant tout simplement que je suis une petite fille, je ne sais rien. Vous êtes mes grands-parents. Donc toute erreur émanant de ma part ne sera pas de volonté. Donc, tout simplement, essayer de visualiser d'abord le public ou même avant d'y aller, de savoir à qui est-ce qu'on aura affaire. Et concernant le regard, essayer de regarder ici au lieu de regarder au niveau des yeux ou essayer de faire le regard en V ou en W, tout simplement. D'accord, mais on entend souvent parler de balayage quand on regarde le public. Oui, concernant le balayage, il y a des gens qui le font très, très, très mal. Il y a des gens, ils font un regard furtif comme ça, genre regarde pas comme ça, de gauche à droite, rapidement. Ce n'est pas ça. Quand vous faites un balayage, c'est qu'il faut prendre en commun toute la salle. Il ne faut oublier personne parce que des fois, la salle, elle est tellement grande. Là, on est au milieu. Quand je regarde ici ce public, si je délaisse l'autre, ils vont penser au fait, si par exemple, vous ne les regardiez pas, ils vont dire que vous ne vous adressez pas à eux. Donc, quand vous faites un balayage, je vais parler ici à Pape Karim. Je vais me tourner ici à sa gauche. Je vais les regarder pendant peut-être 30 secondes, 1 minute. Je reviens aussi de l'autre côté de la droite. Donc, le balayage ne se fera pas en 1, 2, 3 secondes, mais peut-être 30 secondes, 45 secondes, et vous tournez de l'autre côté. Vous tournez aussi à gauche, ainsi de suite, pour que tout le monde se soit concernant. Parce que n'oublions pas que c'est une communication, une connexion que l'on établit avec le public. Et c'est là où c'est déterminant la communication, la connexion. Et c'est ça l'objectif du regard. Ce n'est pas de balayer. Moi, je suis contre le regard qui vise à balayer pour balayer. Qu'est-ce qu'on balaye? On ne balaye pas des humains. Hein? L'idée du regard, c'est d'être en connexion avec l'autre. Parce que les miroirs de l'âme, ce sont les yeux. Et en vous regardant, je peux même me permettre, en cours de discours, de mieux adapter mon discours. Souvent, il nous arrive de prendre la parole et de dépasser le temps qui nous a été donné. Comment on fait pour se racheter? Mais c'est par le regard. Souvent, il y a des gens qui parlent à un public qui est physiquement présent, mais mentalement absent. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est en train d'endormir le public? Mais c'est par le regard. Souvent, on parle à des gens qui ne sont pas là, qui n'ont pas envie de nous écouter. Quel est l'indicateur qui peut nous permettre de mieux peut-être réadapter notre discours? C'est par le regard. Donc moi, je vois le regard pas par un intérêt de balayer, mais un intérêt décidé de s'intéresser à l'autre. Alors, d'après cette histoire, nous pouvons comprendre que la peur est souvent bénéfique et ça nous aide à vouloir sauver notre peau, comme l'a fait Papa Karim avec cette distance qu'il a parcourue. C'est ce qui va nous permettre de rebondir sur une question intéressante et pertinente. Est-ce bien de faire le mimétisme? Et c'est quoi mimétisme? Le mimétisme dans l'art oratoire. Le mimétisme, c'est le fait de copier identiquement quelqu'un dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'y prendre en art oratoire. Donc moi, je suis contre ça. Donc, j'approuve pas le mimétisme.
je la considère pas comme étant une clé qui peut permettre à une personne de mieux s'exprimer en public. Parce que je l'ai dit, l'orateur qui parle révèle et se révèle. Il révèle sa personnalité. Donc la prise de parole est un exercice individuel. À la place de mimétisme, parce que lorsqu'on met quelque chose à côté, il faut proposer une autre chose. Moi, je propose le fait de s'inspirer. Il faut s'inspirer des gens, tout en gardant ce qu'on appelle son caractère, sa manière de dire. L'originalité est extrêmement importante. Parce que la meilleure manière de convaincre les gens, c'est moins avec les mots, mais c'est plus par sa présence, par sa manière d'être, par sa manière de parler. Donc, vouloir copier les autres, je ne trouve pas que c'est une bonne technique qui peut aider. La meilleure technique que je considère être bonne pour bien s'exprimer consiste à s'inspirer de Mbayang. Et pouvoir, parce que lorsqu'on s'inspire, on essaie d'adapter ce que Mbayang fait de bien. Mais lorsqu'on copie, on prend tout qui peut nous être défavorable ou désavantageux. J'y arrive. Donc, je pense que c'est l'idée, donc être plus inspiré des gens que de copier des gens. Parce que moi, j'ai beaucoup de mentors, je m'inspire de beaucoup de personnes. C'est pourquoi mon éloquence est un tout petit peu mixte, parce que je m'inspire de tous les grands et bons orateurs, mais copier, je pense que c'est trop faible. Non, quand on copie, on perd son originalité, comme on l'a dit. Des fois, tu vois des gens qui sont nés avec, par exemple, ce sont des ethnies, ils ne peuvent pas dire I, ils vont dire U. Bien, effectivement, en plus, l'oratoire également est une discipline qui se distingue du théâtre. Celui qui fait le théâtre peut se permettre d'incarner totalement une personne. Exemple, Nyankou, qui fait de la comédie, c'est comme si c'était un fou. Mais l'orateur, c'est quelqu'un qui se met dans la peau, dans la fonction de quelqu'un, tout en gardant son authenticité et sa particularité. Donc, l'oratoire exige à ce qu'on puisse se mettre dans la peau ou bien à jouer un rôle, mais tout en laissant épanouir, parler, tout en libérant ce qu'on appelle sa personnalité. Ce point-là est déterminant. Il y en a qui ont transformé cette lacune, comme je viens de le dire. Ils ne peuvent pas dire, par exemple, voiture, ils vont dire voiture, donc le U et le I. Mais, comme on le dit, ce sont de bons orateurs. Ils sont parvenus à transformer cette lacune en une originalité. Donc, ils se sont rendus célèbres grâce à ça. Donc, c'est pourquoi c'est très important, des fois, de garder son originalité. On peut s'inspirer des gens. Parce que tout le monde a peut-être on a des mentors, on a des coachs, des personnes qui nous inspirent. Par exemple, moi, ce qui m'a inspiré à être dans les trucs de voix off, donc c'est Boubacar Diallo. Pourtant, je ne limite pas carrément dans sa façon de parler, mais lui, c'est mon idole, c'est lui qui m'a inspiré. Tu t'inspires carrément, mais je lui ai pas copié à 100%, donc sa manière de parler. J'ai tout fait pour garder mon originalité, ma diction, et trucs quand on parle de communication. La vérité est qu'on ne parle que comme on est. Voilà. Ni plus, ni moins. Et c'est extrêmement important. Souvent, on imite parce qu'on voit une parole parfaite. Et je l'ai dit tantôt, il n'existe pas de parole parfaite. D'accord. Toute parole est susceptible. Et je voulais également, dans cette même lancée, revenir sur quelque chose que j'ai oublié, qui sera peut-être coupé. Est-ce qu'on ne va pas y revenir? D'accord. Alors, Mbayang, le mimétisme, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, concernant mon expérience, moi, j'ai commencé avec le mimétisme. Mais je ne me suis pas éternisée avec. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent devenir des journalistes, ils vont commencer avec le mimétisme parce que quand on fait du journalisme, là, on va parler très, 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 très rapidement. Différence avec quelqu'un qui va prendre la parole devant un public et autres. Donc, mais avec ce que Pape Karim a dit, au fait, on parle comme on est. Ah oui. Ça veut tout simplement dire qu'il faut assumer sa personnalité parce que chacun a sa personnalité. Chacun s'habille chaque jour de manière différente. Personne ne ressemble à personne. Et que si on s'assume, si on sait et on a connaissance de qui l'on est vraiment, facilement, on va savoir comment prendre la parole en public. Moi, quand je commençais à découvrir le monde de l'entrepreneuriat avec Karim, j'avais eu à voir le coach Tiara Loum. Donc, quand elle avait pris la parole par rapport aux autres coachs, j'avais vu qu'elle parlait tellement aisément, avec très peu d'efforts, comme si elle parlait naturellement à des personnes de tous les jours. Je me suis dit qu'elle ne fait aucun effort. Donc, si elle ne met pas
tellement d'efforts dans sa prise de parole, moi aussi, je serais capable de le faire. Donc, restons naturels et disons-nous tout simplement que si on doit prendre la parole en public demain, disons-nous, par exemple, demain à 10h, disons-nous que demain à midi, ça sera fini. Donc, je ne vais pas mourir. Donc, soyons nous-mêmes, simplement. Il faut comprendre aussi que, comme on l'a dit, pour certains, c'est dû à leur ethnie. Par exemple, ils ont fait beaucoup d'exercices. Les virlangues, par exemple, un chasseur sachant. Voilà, je voulais venir avec. Oui, mais ils ne vont jamais y parvenir. Ça, c'est lié à l'ethnie. Ils ne vont jamais y parvenir. Il y a de ces erreurs, lacunes qu'on peut corriger. Parce que l'art oratoire, c'est corriger ce qu'on peut. Donc, il y a de ces tics de langage, il y a également de ces problèmes de diction qu'on peut améliorer. Exemple, moi, j'avais des problèmes de ce et le che. Donc, je ne pouvais pas auparavant dire che. Donc, je disais ce, cercer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assumé. J'ai commencé à y travailler avec des virlangues. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Donc, le fait de le faire avec également l'exercice du crayonnage. Prendre les stylos, le mettre entre les dents pour pouvoir articuler. Là, c'est l'articulation. N'est-ce pas? Donc, par rapport à la personne dont vous parlez tout à l'heure, celle qui ne pouvait pas dire U à la place de I, je pense qu'il y a de ces lacunes-là qu'on peut travailler. Et c'est ça également l'exercice de la parole. C'est un exercice de développement personnel. D'accord, on va faire peut-être dans notre manière de parler. Hein? Mais surtout, le plus important de la parole est qu'elle est calquée d'humilité. La preuve est qu'après chacune de nos interventions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On demande. Comment on a été? Comment on a été. Et c'est un pas vers l'humilité. C'est extrêmement D'accord, donc on va faire une démonstration pour nos téléspectateurs. On y va. Voilà. Les chasseurs. Bonjour Karim, bonjour Mayang, j'espère que vous allez bien. Alors il faut rappeler que c'est un peu violent. Alors, est-ce que vous avez pris votre café? Oui, on en a pris. Alors, on va voir. Bonjour Mbayang, bonjour Karim, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pris votre café? Vous avez vu avec l'articulation, ça vient normalement. Parce que celui qui peut le plus peut le moins. Hein? Voilà, donc il faut commencer par le plus dur. Exactement. Hein? Alors merci coach Karim. Avant de venir au conseil que vous devez donner à nos téléspectateurs et auditeurs concernant comment faire pour devenir maître de la parole, on va entamer avec notre invité Mbayang Loum qui va nous parler de l'entrepreneuriat, jeunesse et entrepreneur. Mais avant ça, on va observer une pause avec une note musicale. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative. Aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, on entend souvent parler d'entrepreneuriat par-ci et d'entrepreneuriat par-là. Beaucoup veulent embrasser l'entrepreneuriat sans savoir concrètement ce que ça signifie. Beaucoup pensent que pour être entrepreneur, il suffit juste de créer un business et de faire des revenus, ce qu'on appelle entrepreneuriat de subsistance. Notre invité, Mbayang Loum, vous êtes formateur, vous êtes entrepreneur, également fondatrice des Merveilles de la Casamance. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'entrepreneuriat. Comment entreprendre, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, quand entreprendre, mais tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. D'abord, Mbayang, vous, en tant qu'entrepreneur et votre expérience, qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat? Merci beaucoup, Dioba, pour la question. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire la confusion entre les concepts. Donc, je vais d'abord commencer par l'éclaircissement. Donc, il y a ce qu'on appelle entrepreneuriat et ce qu'on appelle entrepreneuriat. Il y a une différence déjà avec la prononciation N-E-U et N-A. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, vous allez voir des gens durant la fête de la Korité, ils vont voir que c'est tendance, par exemple, de vendre des tissus. Ils vont vendre ces tissus, mais après que la Korité passe, ils vont aller vendre autre chose. Par contre, il y a la personne qui vend des tissus et que même après la fête de la Korité va continuer à vendre des tissus. Cette personne qui continue à vendre fait de l'entrepreneuriat et celui qui vient et qui vend tout simplement parce que c'est une tendance fait de l'entrepreneuriat. Comment et pourquoi? Celui qui fait de l'entrepreneuriat est un businessman. Autrement dit, lui, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est de pouvoir régler, solutionner un problème pour un temps réduit. Par contre, l'entrepreneur, celui qui fait de l'entrepreneuriat, va essayer de le faire de manière durable et aussi de faire en sorte que ça va servir aux générations futures. Donc, l'entrepreneuriat, dans le cadre général, c'est tout simplement de créer un produit et de solutionner un problème qui est là,
pour aussi créer des richesses. Mais celui qui fait carrément de l'entrepreneuriat, lui, va initier un projet qui est de lui-même. Celui qui va faire de l'entrepreneuriat, lui, va continuer un travail qui a déjà été ficelé, qui existe déjà et qui va continuer de le faire. L'autre va fournir des efforts et l'autre pas tellement. Donc, pour faire simple, l'entrepreneuriat, c'est tout simplement créer et essayer aussi de régler un problème qui est dans sa communauté et de proposer un produit qui va servir aux autres. Alors, d'accord, Mbayang, vous venez d'apporter une belle contribution parce que beaucoup ne savaient pas qu'il y avait une différence entre entrepreneuriat et entrepreneuriat. Des gens pensent que c'est le français et la langue anglaise. Maintenant, vous venez d'apporter une lumière sur ça. Est-ce que vous pouvez vous répéter et dire ce que veut dire entrepreneuriat de manière brève et entrepreneuriat pour que ça soit clair aux yeux des téléspectateurs? L'entrepreneuriat est le fait de mener un projet dont on a initié nous-mêmes pour solutionner un problème. Et l'entrepreneuriat, c'est le fait de continuer un travail qui a déjà été ficelé, mais dans un temps réduit. Alors, vous, Mbayang, en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans l'entrepreneuriat, comme vous l'avez bien défini, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Comment allez-vous définir ce terme entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, je vais tout simplement dire que c'est le fait d'entreprendre, mais en initiant un projet dont on est soi-même l'initiateur. Autrement dit, quelqu'un qui va produire son produit et qui va aller jusqu'à la finalisation et pouvoir le commercialiser pour pouvoir régler un problème qui est au sein de sa communauté. D'accord, merci beaucoup Mbayang. Une question, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir entrepreneur, vous lancer dans l'entrepreneuriat? D'accord, alors l'entrepreneuriat, comment ça m'est venu à l'esprit? Un jour, il y avait ma très chère mère qui avait besoin d'argent. Et comme de nature, elle n'aime pas demander à personne, à la maison, on avait une huile végétale qui était super bien pour les cheveux. Et j'avais des amis dans le quartier, je me suis dit pourquoi pas aller leur proposer cela. Donc j'ai rempli dans des flacons et je suis allée leur proposer. Et quand je leur ai proposé ça, des mois après, j'ai vu qu'il y avait de très bons retours. Et il y avait même des personnes qui étaient en train de redemander. Je me suis dit pourquoi pas en faire un métier, un commerce qui va faire en sorte que ça pourra subvenir à mes besoins et aussi de beaucoup plus apprendre aussi dans la cosmétique. D'accord, c'est ça. Mais avant de revenir pour une autre question, nous allons demander à notre cher coach, qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat? Entrepreneuriat, mais merci beaucoup. Je remercie Mbayang pour cette clarification conceptuelle entre les deux mots. Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas si compliqué, d'après mon entendement, parce que c'est l'art d'apporter une solution à un problème précis. Maintenant, comme j'aime le dire, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, de l'importance de commencer petit, tout en voyant grand. Et l'idée, d'après ce que j'ai compris de ce que Mbayang a dit, c'est de pouvoir faire la part des choses entre celui qui cherche de l'argent et celui qui cherche à établir un projet dans le long terme. Donc, moi, je pense que le dénominateur commun entre le businessman et le véritable entrepreneur, c'est l'argent. Mais l'entrepreneuriat voit plus que l'argent, c'est l'humain. C'est également une capacité de voir comment je peux, au fil du temps, évoluer, façonner mon projet afin qu'il puisse être résilient face aux difficultés rencontrées sur le terrain, mais également sa résilience personnelle. Donc moi, je vois un projet personnel adossé à un projet au service des gens pour pouvoir durer et perdurer afin de servir des générations et des générations. Donc, pour résumer, on entend souvent les jeunes résumer cette définition pour faire simple en disant que l'entrepreneuriat, c'est venir trouver un problème et apporter une solution face à ce problème. J'ai aussi entendu Chonian dire qu'entreprendre, ce n'est pas passer son temps à copier l'idée des autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? Effectivement, ce n'est pas copier, c'est s'inspirer, mais également avoir le sens de l'innovation. Parce que moi, l'innovation, la manière dont elle est définie et dont on le comprend, il y a une différence. Auparavant, je pensais qu'innover, c'était faire quelque chose que personne n'a fait. C'est pourquoi quand j'ai voulu écrire mon mémoire dans le cadre de la production intellectuelle, parce que c'est une façon d'apporter une solution à un problème, j'avais l'idée de pouvoir écrire quelque chose que personne n'a écrit. Et j'étais frustré quand j'ai vu le nombre de productions dans mon domaine, sur l'aménagement du territoire. Je me suis dit qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Et c'est pareil par rapport au projet. Lorsqu'on veut se lancer,
que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a déjà des acquis. Donc l'idée, ce n'est pas venir tout balayer, de tâcher de réinventer la roue. Mais moi, ce que je considère comme juste, c'est de venir déjà s'appuyer sur les acquis et voir ce que l'on peut faire différemment. Et pour moi, c'est ça le propre de la jeunesse et c'est le propre de l'entrepreneur. Voilà ce qui a été fait. Qu'est-ce que je peux apporter plus que ce qui a été fait? Je pense que réfléchir ainsi, c'est apporter une touche d'innovation par rapport à ce que l'on est en train de faire. Parce que merveille de la Casamance, ce qu'il est en train de faire, c'est remarquable. Moi, ce que je suis en train de faire dans le coaching, c'est remarquable. Mais ce qui fait la différence, c'est notre touche personnelle d'innovation. Donc, je suis tout à fait en phase avec cette assertion de M. Tchonia. D'accord, donc on ne peut pas oublier, donc on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler d'innovation, mais également ce qu'on appelle création de revenus. Alors Mbayang, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est l'entrepreneur et qui n'est pas entrepreneur? Alors, qui est entrepreneur et qui n'est pas entrepreneur? Déjà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit en toute humilité. Vous verrez des entrepreneurs qui sont là, qui vont faire que se prendre en photo tout le temps, s'habiller bonnement et tout. Mais nous remarquons que les vrais entrepreneurs sont toujours ceux qui sont dans l'ombre. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. Vous ne verrez jamais l'initiateur. Vous ne le verrez jamais. Il sera toujours derrière et il donnera toujours les commandes. Mais aussi, celui qui est entrepreneur, c'est celui qui est résilient et c'est celui aussi qui ne lâche pas l'affaire, qui, après un échec, n'abandonne pas, surtout. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent, ça va mal. Comme par exemple avec les poulaillers et autres. J'avais une amie, elle a commencé, ça n'a pas marché. Elle a encore fait, elle n'a pas marché. Je lui ai dit que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu ne dois pas continuer. Si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a un problème. Et là, il y a le domaine de la formation qui va intervenir. C'est vrai qu'il est bien d'entreprendre, mais avant d'entreprendre, il vous faut des compétences. Autrement dit, ce que vous pouviez faire, soit vous alliez l'apprendre, soit c'est déjà en vous. Donc, tu n'as pas des compétences en aviculture, aucune connaissance, va faire une formation en aviculture ou te rapprocher de personnes ou d'experts qui ont déjà fait ça, qui pourront te dire pourquoi est-ce qu'à chaque fois tes poussins meurent, est-ce qu'il y a des bactéries qui sont là, est-ce que ça n'a pas été bien fait, d'accord? Mais pas venir du jour au lendemain se dire que voilà, je vais être milliardaire en une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. D'habitude, les entrepreneurs, quand on commence l'entrepreneuriat, il faut minimum 3 ans ou 5 ans avant que vous soyez stable. Parce que quand on commence l'entrepreneuriat, on se cherche. Moi, je ne suis pas venue directement sur la cosmétique, non. Quand j'ai commencé, j'étais en train de faire le feu Gediaï. J'avais pris ma bourse, j'ai pris les habits, je les lavé, les repassés et je l'ai fait à nouveau. Et ensuite, je suis encore allée vers la vente de chaussures, les chaussures de Guy. Je l'ai fait. Mais après tous ces échecs, tous ces problèmes, je me suis dit que peut-être ce n'était pas pour moi. Et quand je suis allée dans la cosmétique, là, je m'y sentais bien. Donc, choisissez un projet qui vous correspond et que tout début, comme on dit, tout début est difficile. Donc, essayez de vous chercher et de voir exactement qu'est-ce qui est bien pour vous, quel projet pourra tenir longtemps surtout, et de ne pas fuir quand il y a des échecs. Alors, vous venez tout à l'heure de parler d'une chose, d'une importance capitale. Quand vous disiez qu'entreprendre, ce n'est pas passer son temps sur les réseaux à se montrer, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir qu'on est plus dans la société du spectacle. On a oublié le sens même de l'entrepreneuriat, qui veut dire apporter une solution face à un problème donné. On a tendance à plus nous montrer que de montrer même son entreprise, notre entreprise, ou bien le domaine dans lequel nous évoluons. Des fois même, ça nous amène en tant qu'entrepreneur de perdre beaucoup d'argent à vouloir fréquenter les milieux qui sont extrêmement chers, mais nous le faisons pour pouvoir montrer à nos followers ou bien les réseaux, les médias sociaux, pour dire qu'on est quelqu'un. Est-ce que là, ça ne porte pas préjudice ou bien atteinte à nos objectifs? Bien sûr que ça pourra porter préjudice parce que quand on commence l'entrepreneuriat, déjà, il faut savoir où l'on va. On ne va pas tout simplement voir des entrepreneurs qui ont 15, 20 ans d'expérience, qui sont en train de fréquenter ces milieux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait cela au début. Au début, quand on est dans l'entrepreneuriat, on cherche
on va chercher à remplir son carnet d'adresses. Qu'est-ce que c'est que le carnet d'adresses? C'est d'avoir des relations. Et comment est-ce qu'on va avoir des relations? Intégrer les groupements de jeunes comme AEC Africa, le CLé ou autres associations pour les jeunes. Aller dans des forums pour l'entrepreneuriat. C'est lors de ces forums et autres qu'on va rencontrer des gens. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, donc n'ayez pas peur d'y aller. Mais quand on débute, c'est pas parce qu'on a commencé à débuter qu'on doit forcément se montrer. Non. Il y a des entreprises ici même au Sénégal, vous ne connaîtriez ou bien vous ne verrez carrément jamais la personne qui a fondé cette entreprise. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il faut véhiculer son produit, mais il y a aussi une façon de véhiculer son contenu. Pas que sur sa personne, mais sur ce que l'on fait. Même si on est un orateur, un coach formateur, vous pouvez véhiculer votre personne, mais comment? Pas que la personne, mais ce qui est dans votre tête, avec les citations, les vidéos de motivation et autres. Ça vous aidera beaucoup, mais pas venir du jour au lendemain et dire que oui, je veux être entrepreneur, donc je vais porter une veste qui coûte 40 000 francs, des chaussures à 20 000 francs, aller chez le coiffeur, excusez-moi, et faire une coiffure à 5 000 et 10 000 francs. Attendez. Avant que ces gens puissent vivre de cette manière, c'est parce qu'ils ont travaillé très dur pendant des années. Voilà, donc, et là, je vais même parler des modes de création d'entreprise en entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle la logique causale et la logique effectuelle. La logique causale, c'est ceux qui commencent en ayant, par exemple, déjà un montant de 10 millions en poche. Et ils vont commencer avec leur argent. Et il y a aussi ce qu'on appelle la logique effectuelle, ceux qui vont commencer avec ce qu'ils ont. Et là, les jeunes qui sont là, les élèves et étudiants qui nous suivent, certainement, ils n'ont pas des millions en poche. Donc, vous allez commencer avec ce que vous aviez à la maison en ressources. Et après, lorsque vous aurez votre indépendance financière, parce que n'oublions pas que l'entrepreneuriat vise à obtenir une indépendance financière. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour ne plus avoir de problèmes financiers ou de problèmes de revenus. Donc, vous allez viser cela et donc tout cela se fera bien sûr petit à petit avant d'aller au sommet et de pouvoir rayonner sur les caméras. Alors, donc, d'après vos dires, j'ai compris qu'il faut faire une différence entre le marketing de soi et ce qu'on appelle société du spectacle. On peut se montrer, on peut vendre sa personne, mais autrement. D'accord, mais Papa Karim, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci également Mbayeng pour la pertinente intervention. Le problème est là, on le vit tous les jours, et qu'il existe des gens qui sont plus connus que leur projet. Donc, il y a des gens qui investissent plus sur leur image que sur leur projet. Et je pense que pour un début, la logique voudrait que l'on investisse d'abord sur le projet avant de beaucoup investir sur soi. Et il y a des gens également qui partent bredouilles, au niveau des télés, quelque chose comme ça. Et je pense que la logique également, dans ce même point, voudrait que la personne ait une assise. Parce qu'on ne va pas proposer un projet qu'on n'a pas encore mûri. Donc, il y a du temps pour semer, il y a du temps pour récolter et il y a du temps pour montrer. Et je pense que souvent, ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs de nos jours, c'est la patience. Donc, d'avoir une idée, d'y travailler dans l'ombre. Et comme l'a si bien dit Mbayeng, les grands entrepreneurs sont par essence humbles. Ils s'affichent malgré eux-mêmes. Et je pense que cela montre l'importance qu'ils donnent à leur quête de l'utilité, à la place de l'importance. Mais aujourd'hui, nous, on aimerait être importants. C'est pourquoi la motivation, en tout cas, n'est pas la même. Il y a des gens qui débutent leur projet parce qu'ils aimeraient être utiles à la société. Comme l'a si bien dit Mbayeng, il y a l'idée d'aider ses parents, sa mère. Il y a également l'idée de rendre service à ses camarades. Donc ça, je pense que c'est une réelle motivation qui peut nous permettre au fil du temps d'y travailler et de s'épanouir intérieurement parce qu'on aimerait rendre service à des personnes. Par contre, il y a des gens qui lancent un projet pour pouvoir simplement se faire de l'importance. Montrer qu'ils sont en train actuellement de faire quelque chose. Et je pense que pour celui qui débute comme ça, il peut bien débuter, d'être applaudi par tout le monde, mais lorsque ça sera dur, en tout cas, ça sera très compliqué pour lui. Donc pour moi, l'idée, c'est de pouvoir revoir la base, la motivation, le pourquoi on a lancé ce projet. Alors, très important. Et cela me permet également de faire clin d'œil à des amis qui partent de zéro pour pouvoir mettre sur place quelque chose. Oui. Je peux citer Mbayeng, toi avec Helcom Business, et un ami également qui ne cesse de me motiver, qui s'appelle Beidi.
le fondateur de Bonplan. Donc, c'est une entreprise qu'il a créée avec les moyens du bord. Il n'a pas cherché de problème parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'entrepreneuriat sont déjà personnels avant d'être celui ou ceux de l'entreprise. C'est des fois des problèmes de moyens, c'est des problèmes financiers. Mais hommage à ces entrepreneurs-là qui se surpassent, qui se privent également de la belle vie pour pouvoir laisser épanouir leur propre entreprise. Et celui-là en fait partie, donc l'aider au PDG de Bonplan. Plein de clin d'œil à Beidi, continue de nous inspirer. Alors, ça me permet de comprendre que quand on parle d'investissement de soi, c'est très important. Moi, je me dis qu'avant de se lancer dans le business, il faut une bonne préparation de soi. Parce que quand on ne se prépare pas, quand on n'a pas bien investi sur soi-même, qui est-ce qu'on peut convaincre? Je le dis souvent, c'est à l'image de Cheikh Anta Diop, notre idole. Chaque fois, moi, je dis que Cheikh Anta, daf daan wax bi mu tollee ci sàkku xam-xam dafa bàyyi lépp dem sàkku xam-xam. Il a travaillé, il était dans l'ombre, il a travaillé, mais bi mu demee ba xam ni pare na, quand il est revenu sur scène, tous les scientifiques du monde entier, il pouvait les battre. C'est ce qui lui a permis cette préparation, mais également cet investissement de soi qui lui a permis d'être là où il a été en ces temps. Et je peux dire qu'il n'était pas de taille. N'était pas de taille face aux autres scientifiques, je peux le dire ainsi. Donc, avant de revenir sur la question de l'entrepreneuriat Mbayang, il paraît que notre cher coach a des millions à récupérer avec son agenda bien chargé. Il faut préciser le mot. Ce sont des millions. Pour ceux qui nous regardent, il faut l'écouter. Mais non, ce sont des millions. Il doit récupérer ces millions avec les coachs là. Leur agenda est chargé. Donc, avant de vous libérer, coach, pour vaquer à vos occupations, quels conseils est-ce que vous allez donner à nos téléspectateurs et auditeurs pour devenir maître de la parole? Avant de devenir maître de la parole, il faut être maître de soi. Donc, ne vous faites pas de violence inutile pour faire parler avec grandiloquence. Parlez comme vous êtes. Parce que la meilleure parole est cette parole-là qui nécessite une préparation. Donc, soyez maître de vous-même. C'est le premier travail à faire. N'ayez pas honte également de faire ce qu'on appelle de la prise de parole en privé. Prenez la parole en privé, efforcez-vous à être meilleur en privé, en solo, à solo. Faites-vous regarder par vos entourages. Préparez-vous sérieusement à la maison. Et également, dans les structures de formation, il y en a à Gogo ici, il y a Ike Africa, il y a le CLES, il y a R2E, R2E, un clé d'œil pour une structure que nous avons créée en 2022 à l'UQAT, dans des contextes très compliqués, réseau des étudiants entrepreneurs. L'idée, c'est de les initier à l'entrepreneuriat. Donc, nous ne sommes pas des experts, mais c'est de les pousser à avoir une idée de projet à un projet. Donc, je pense que ça rejoint le thème. Et l'idée, c'est quoi? C'est également de les encourager. À Ike Africa également, dont je suis le président. Maintenant, je ne suis plus président. Vous êtes l'ex-président. Et voilà, l'ex-président d'Ike Africa. Depuis 4 ans, on a rendu service. CLES également, clé d'œil pour le travail remarquable que nous sommes en train de faire au service de la jeunesse. L'idée est simple, c'est d'aller dans des structures de formation prestigieuses lorsqu'on a les moyens. Lorsqu'on n'a pas les moyens, ne trouvons pas des excuses. Allons dans des structures de formation. Participons à des concours de pitch, à des concours d'éloquence. Moi, j'en ai participé, national, international. Malheureusement, je n'ai pas eu de trophée, quelque chose comme ça. Mais ça a été de participer. L'importance a été de participer et de gagner. Et terminer également par ce que vous avez dit avec Mbayang sur le thème de l'entrepreneuriat. Un projet de toute une vie nécessite des années de préparation, de sacrifice. Et je pense qu'aux entrepreneurs, préparons sérieusement nos projets, soyons dans des questions de fond et croyons également en nos projets. C'est la chose la plus importante. La confiance en soi là est également dans l'entrepreneuriat comme dans l'art oratoire. Sans confiance en soi, aucun projet ne peut être enclenché. Donc je termine par ces propos-là de Dr Cheikh Oumar Diallo qui disait que le carburant est pour l'automobile ce que la confiance en soi représente chez l'individu. Pas de confiance en soi, pas d'arrivée. Et lorsqu'il n'y a pas d'arrivée, est-ce qu'on peut espérer, lorsqu'il n'y a pas de départ, pas de confiance en soi, je répète, il n'y a pas de départ. Et lorsqu'on n'a pas de départ, comment peut-on arriver?
Merci beaucoup, coach Papa Karim. Donc, Merci beaucoup. les douf ci nag bi xajul ci cin li, comme on le dit Et on si bien. reviendra après Voilà, pour, nous espérons vous revoir très bientôt et dans je les me locaux réjouis de la vous laisser télé-école entre de très bonnes mains. avec Mbayang Loum. Mbayang, c'est un entrepreneur également qui me passionne, Hors qui pair, m'inspire oui. beaucoup. D'accord. Parce Alors, que, merci beaucoup voilà, il a pour eu à votre ses passage. preuves. Merci beaucoup. Merci hein, beaucoup. et bonne Ça a été émission un pour plaisir l'instant. de vous recevoir avec votre intervention vraiment digne d'un masterclass. Plaisir À très partagé. bientôt. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Papa Karim. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. C'est votre matinale éducative. Mesdames et messieurs, nous remercions vivement le coach Papa Karim Diop pour cette belle présentation, comme je l'ai dit, digne d'un masterclass. Et j'espère à présent que vous connaissez les astuces, mais également les secrets d'une bonne prise de parole en public. Nous allons revenir avec notre cher invité Mbayang Loum, notre entrepreneur, pour continuer avec les sujets d'entrepreneuriat. Donc, est-ce que Mbayang, vous vous êtes levé du jour au lendemain pour devenir entrepreneur? Quels ont été les processus? Alors, dans l'entrepreneuriat, je veux dire que quand j'y suis entrée à l'aveugle. Mais lorsque j'ai eu à avoir mon premier revenu, j'ai commencé à, on va dire, essayer d'améliorer déjà les produits, parce que quand on vend un produit sans étiquette, quand on vend un produit qui n'est pas assez présentable, c'est très difficile d'avoir de nouveaux clients. Donc déjà la présentation du produit, à savoir l'étiquetage, l'emballage que vous allez présenter aux personnes, et aussi les photos que vous allez prendre pour avoir de nouveaux clients est très, 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 très important. Et il faut savoir que quand on dit qu'on a une entreprise doit être formalisée. Malheureusement, au Sénégal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, on va dire fantômes. Parce que quand ils entament le processus de la régularisation, ça ne va pas à terme. Donc, ces personnes qui disent que j'ai une entreprise, est-ce que vous êtes régularisé, formalisé? Est-ce que vous payez les impôts ou êtes juste une entreprise comme ça de nom? Ça, quand même, c'est à revoir. Donc, à part la présentation du produit et aussi à respecter le cadre légal qu'impose la loi du marché, il faudrait aussi penser à se régulariser. D'accord, donc la question de la formalisation, elle est vague, donc nous allons y revenir après. Je pense que ce sera pour une rubrique spéciale. Donc avant de venir à la question du comment financer son projet, quels sont les défis auxquels vous avez fait face durant votre parcours entrepreneurial? Alors déjà, quand on entre dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quel domaine, des fois, on n'a pas assez de ressources. Par exemple, si on a besoin d'emballage, où est-ce qu'on doit y aller? Quelle entreprise le vend ou quelle boutique le vend? Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches ou essayer de se rapprocher des gens. Mais des fois, le problème que l'on a quand on se rapproche, par exemple, de personnes qui sont dans le même domaine que toi, quand tu leur demandes où est-ce que tu as acheté cet emballage ou autre, ils ont tendance à ne pas vouloir te dire. Et c'est ça, en fait, le mauvais comportement de l'Africain. Ils ne veulent pas partager parce qu'ils se disent que non, voilà, lui, il a beaucoup plus de réseau que moi. Donc, il y a aussi ce manque de confiance de certains entrepreneurs qui ne veulent pas partager. Et moi, je me dis que dans un business ou n'importe quel domaine, donc, essayez de partager au maximum. Donc, déjà, le fait d'avoir des personnes qui vont un tout petit peu te guider sur où avoir tes ressources, le matériel dont tu as besoin, ça sera un problème. Mais encore sur la formalisation et aussi côté contenu pour les réseaux sociaux, comment est-ce que tu vas faire pour créer ta page, voilà, essayer de la vulgariser et aussi de savoir comment est-ce que tu vas trouver plutôt des clients. Parce que certes, il y a les réseaux sociaux, mais n'oublions pas aussi le marketing relationnel. Quand tu commences à vendre ton produit, au niveau du quartier, déjà, tu dois commencer à le faire. Dire aux voisins que je suis en train de vendre cela, parce que si tu ne le fais pas, comment est-ce qu'ils vont être au courant que tu es en train de vendre cela? Donc tout cela, moi, en tout cas côté emballage et tout ça a vraiment été une réalité vraiment très dure, très difficile de pouvoir avoir des fournisseurs fiables et aussi à moindre coût. Je vais le dire, ça ne va pas être facile. Peut-être que vous allez même aller jusqu'à 1 année ou 2 années pour avoir un fournisseur fixe qui vous fournit des produits de bonne qualité
et aussi d'avoir une personne digne de ce nom, un infographe digne de ce nom qui pourra vous produire aussi des étiquettes, un emballage à votre image. D'accord, cela prouve que la réussite entrepreneuriale nécessite de longues années de travail, de persévérance, de prise de décision, mais également des risques. Nous allons tout à l'heure revenir à ce mot risque qui est très important aussi en concept dans l'entrepreneuriat. Mais avant, on peut retenir, d'après vous dire, que les personnes qui ont réussi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, qui sont devenus de grands entrepreneurs avec de grandes entreprises, ne se sont pas réveillés millionnaires du jour au lendemain. Mais ça prouve que ça nécessite, c'est un processus. Donc, ce qu'on doit faire, le point de départ quand on se lance dans le business, jusqu'à l'arrivée. Donc, tout ça, par exemple, si on prend 7 ans pour réaliser ses objectifs, ça s'accompagne d'un dur labeur. Donc, on va revenir sur le concept risque. On entend souvent dire qu'entreprendre, c'est risquer de l'argent pour se faire de l'argent, mais beaucoup oublient que les risques doivent être calculés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui disent que je dois faire de l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, mais ne pas prendre des risques n'importe comment, comme vous l'aviez dit, ce sont des risques calculés. Donc par exemple, avec Alibaba maintenant qui est partout ici, et les jeunes filles qui sont là en train de revendre des sacs, des tenues et autres, elles vont sur le site, elles vont voir par exemple un sac à main à 3 000 francs, elles vont dire que waouh, c'est facile. C'est très abordable comme coût. Donc, si c'est à 3 000 francs, donc je vais le revendre à 7 000 francs et j'aurai 4 000 francs de bénéfices. Et ce qu'elles vont faire, elles vont aller sur Facebook, elles vont publier ça, elles vont dire le sac à 7 000 francs. Donc, elles vont par exemple totaliser 10, 20 à 30 commandes. Et maintenant, au moment de passer la commande, et bien sûr, en passant la commande, elles vont dire aux clientes de donner 50% du prix initial, du prix de vente. Exactement. Voilà, donc elles vont ensuite aller chez le fournisseur et dire que je veux par exemple 10 ou 20 sacs. Les gens ont déjà payé. Toi, peut-être que sur l'argent même qu'ils ont payé, vous avez même déjà commencé à utiliser cet argent alors que vous ne devriez pas. Et par la suite, vous apprenez qu'il y a un prix du transport. Maintenant, disons-nous par exemple que le prix du transport maintenant est à 4 000 francs. Donc finalement, vous n'aviez pas de bénéfice. Et là, c'était vraiment un risque à ne pas prendre parce que avant de vendre un produit, il faudrait avoir toutes les informations nécessaires. Toutes les informations nécessaires. Donc, si cette personne avait pris l'information, par exemple, que le kilogramme des sacs, des prix totaux des sacs était à 4 000 francs, elle n'allait pas venir directement mettre le prix à 7 000 francs et le faire comme ça. Et aussi, une autre information, combien de temps les sacs vont mettre à venir. Peut-être que c'est 7 jours, 14 jours. Dans d'autres cas, c'est même 1 mois ou 2 mois. Est-ce que les clients auront cette patience de vouloir attendre tout ce temps? Non. Donc, c'est vrai qu'en entrepreneuriat, il faut prendre des risques, mais pas des risques n'importe comment. Prenons maintenant un autre cas de risque calculé. Donc, vous alliez dans votre quartier, et ça a été mon cas avec ma marque de vêtements Anne Dilor. Dans le quartier, il y avait une femme qui vendait des tissus. Sa mère était une amie à ma mère, donc je suis allée chez elle. Elle vendait des tissus à carreaux. Ce sont les tissus que portent ceux qui travaillent dans les bureaux, les vestes et autres. Ils portent ce genre de tissu. Mais dans le quartier, ce tissu n'est pas très connu et celle qui le vend ne sait pas comment le vulgariser. Donc, je me suis dit que je vais aller dans la boutique et je vais prendre des photos. J'ai demandé le prix et j'ai mis, on va dire que les tissus étaient à 1 000 francs. J'ai décidé de les revendre à 2 000 francs. Et quand j'ai posté ça sur les réseaux, j'ai posté ça la nuit. Le lendemain, j'avais près de 10, 20, 30 commandes. Et comme c'était une amie à ma mère, sa fille, donc elle a décidé de me donner les tissus. Je suis allée livrer. Les gens m'ont remis l'argent et je lui ai redonné. Donc dans ce cas, ça a été un risque calculé. Tout simplement parce que j'ai pris connaissance du prix. J'ai pris connaissance aussi des clients que j'avais ciblés. Je leur ai vendu ça et j'ai pu donner l'argent aux fournisseurs et de prendre mon bénéfice sans problème. Et j'ai même réussi à écouler le stock de la boutique en 2 jours. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, déjà, aussi une information importante. Quand vous vendez un produit, sachez si la cible se trouve ici. Parce que cette personne qui a cette boutique n'était pas au courant que dans ce quartier, les gens n'étaient pas intéressés par ce tissu. Donc, et donc là, on voit au fait qu'elle a eu une perte. Mais avec ce que j'ai fait de publier sur les réseaux sociaux, dans un groupe bien sûr spécifique, à dire que sur Facebook, il y a des groupes différents, des groupes où on vend des portables, des voiles, des montres, des sacs, chaque groupe avec sa catégorie. Donc là, on va dire que c'était un risque calculé.
Donc, de dire tout simplement qu'il ne faut pas plonger l'eau à la tête directement et ne pas dire que oui, entreprendre, ce sont des risques, mais des risques calculés. Merci beaucoup à Mbayang. Donc, chers téléspectateurs, retenez bien ce conseil. C'est bien de prendre des risques parce que qui ne risque rien n'a rien, mais songez à calculer les risques. Alors, Mbayang, on va venir sur une question très, très importante, je dirais fondamentale. Et c'est cette question même qu'attend beaucoup de nos téléspectateurs et auditeurs. La question du démarrage d'un projet sans ressources ou bien sans fonds. Donc, beaucoup de jeunes filles, ou bien j'ai dit jeunes filles parce qu'on est peut-être en mois de mars, mais je dirais que beaucoup de gens, filles et garçons, ont des projets très pertinents, des projets porteurs, mais leur problème, c'est qu'ils ont cette pensée ou bien cette idéologie de se dire que je ne peux pas lancer mon projet, par exemple, sans 10 millions, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas ces 10 millions en poche. Donc, résultat, ils vont finir par attendre à la longue, ils vont finir désespérés et ce qui va leur amener à ranger leur projet dans des tiroirs. Donc, c'est voué à l'échec. Alors, maintenant, vous en tant que coach, vous en tant que formatrice, vous avez ce don, vraiment, non, je ne dirais pas don, mais vous avez cet art de pouvoir nous convaincre d'après ce que vous avez vécu, l'expérience, qu'on peut démarrer un business avec 0 francs. Donc, nous vous laissons avec les téléspectateurs et auditeurs pour nous démontrer cela. Alors, il y a beaucoup de jeunes, d'adultes même, qui pensent que le fait de démarrer un projet avec 0 francs, c'est un mythe. Moi, je vais vous dire, c'est une réalité. La semaine dernière, je vois sur Facebook quelqu'un dire qu'il a posté en statut que est-ce possible de démarrer à partir de 0 francs. Quelqu'un a commenté que oui, moi, dans le domaine du transport, j'avais commencé à prendre des gens sur mon dos. Je prenais 8 personnes et maintenant j'ai beaucoup de taxis. Voilà. Là, quand même, c'est exagéré. Ça, c'est vrai. Mais il est bien possible de pouvoir commencer son business avec 0 francs. Comment? Quand on dit démarrer son business avec 0 francs, ce n'est pas aller les mains vides, non. Tout d'abord, quand on démarre, il faut avoir des compétences, il faut avoir des ressources, il faut aussi avoir un carnet d'adresses. Par exemple, si on prend par exemple le projet de restauration. Comme tout à l'heure, j'ai dit, les modes de création d'entreprise, il y en a 2. La logique effectuelle, elle permet de créer son entreprise en se contentant de ce que l'on a. Tu es à la maison, forcément, vous aviez un gaz pour lequel vous allez cuisiner tous les jours. Certainement, vous aviez un sac de riz. Certainement, au frigo, il y a un poisson ou un poulet et il y a aussi de petits ingrédients à mettre. Donc, vous vouliez faire un projet de restauration. Normalement, dans les normes, vous devriez avoir un local, une cuisinière, des serveurs et tout. Mais vous n'aviez pas cela et vous vouliez démarrer le projet. Vous êtes à la maison, vous demandez à votre mère, à votre maman que je veux préparer ça. Vous en préparez. À côté, peut-être, il y aura des maçons qui sont là, qui chaque jour achètent le fameux Gerte Tchaf et tout. Donc, vous alliez leur proposer vos plats. Par exemple, vous alliez leur proposer ça à 500 francs. Ils vont voir que c'est bon. Ils vont dire que waouh, c'est bon. Donc, demain aussi, tu nous en fais. Et c'est comme ça que ça va commencer. Maintenant, lorsque tu auras ton premier bénéfice, là, par exemple, tu pourras acheter une cuisinière ou un gaz pour ne plus dépendre du gaz de ta mère. Et donc, tout simplement pour dire que démarrer à partir de 0 francs, c'est possible, oui, mais ne pas continuer à partir de 0 francs. Tu vas continuer avec tes premiers bénéfices. Elle va acheter une cuisinière et peut-être dans 6 mois ou une année après, elle pourra acheter son propre local avec ses matériels. Et aussi, quand on parle maintenant de compétences, vous vouliez faire un projet de cabinet de formation, tu ne vas pas venir dire que tu fais une formation en art oratoire ou que tu fais une formation en cosmétique et que tu n'as aucune base ou aucune connaissance en cosmétique. Il faudra d'abord qu'au préalable, tu aies ces connaissances ou que tu ailles faire cette formation, faire des théories pour venir apprendre aux gens. Voilà. Le domaine des compétences, c'est aussi le carnet d'adresses qui est vraiment la partie la plus difficile pour les jeunes entrepreneurs parce que le carnet d'adresses va te permettre d'ouvrir d'autres projets. Donc, le carnet d'adresses, par exemple, tu es là, tu veux commencer le domaine des formations, mais tu n'as pas de salle adéquate à le faire. Tu étais allé, par exemple, la semaine dernière à un forum sur l'entrepreneuriat et tu rencontres par hasard un directeur d'école qui a certainement été plu par ta prestation et vous avez échangé vos contacts. La première des choses, quand tu contactes le directeur d'école pour lui dire que je fais une formation en tel,
si vous pouviez me le faire à un coût réduit ou autre. Le directeur, en voyant cette initiative, peut te donner sa salle gratuitement. Et c'est ce qui est arrivé aux clés. Aux clés, quand on est allé et qu'on avait fait une séance de formation, je pense qu'il était payante, je sais plus, c'était un événement. Le directeur même du CEDEPS a par la suite dit que je vais vous donner les salles gratuitement pour toutes vos activités. Donc, le carnet d'adresse va commencer. La première personne que vous alliez noter, c'est ce fameux directeur qui vous a donné cette salle gratuitement. Ensuite, vous allez prendre le directeur du CEDEPS. Tout simplement pour dire qu'à chaque fois que vous allez aller dans les forums, il faudra prendre les numéros, échanger vos numéros avec les personnes qui y sont. Donc, tout simplement pour dire que le carnet d'adresse, il faudra essayer de rencontrer le maximum de personnes. Et comment rencontrer ce maximum de personnes? Ça ne sera pas aller dans les boîtes de nuit chaque soir. Non. Il faudra aller dans les forums, dans les associations, dans les regroupements. Autrement dit, aller dans les endroits où, ce qui est sûr, vous allez rencontrer des personnes qui ont les mêmes visions que vous et qui partageront les mêmes avis et qui, même au-delà de cela, vous pourrez élaborer un projet ensemble. Donc, quand on veut faire de l'entrepreneuriat, il ne faudra pas rester avec son ami qui est là. Quand tu vas lui dire que oui, j'ai un projet d'aviculture, il va te dire que oui, est-ce que tu vas le réussir? J'ai un projet de cabinet de formation en prise de parole en public. Non, toi, tu n'es pas trop à l'aise en prise de parole en public. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Tout ça, ce sont des ondes négatives. Donc, il faut se mettre d'abord dans les conditions. Essayez de fréquenter ces personnes parce que plus vous les fréquentez et vous verrez que vos affaires vont accélérer, ils pourront vous donner des conseils. Mais si vous fréquentez chaque jour des personnes qui vous disent que vous ne pourriez pas réussir, attention, ça va être très difficile de le faire. Donc oui, vous pouviez démarrer un projet à 0 francs, mais en ayant des compétences, en ayant un carnet d'adresses chargé qui sera au fur et à mesure rempli. Et aussi, j'ai parlé de compétences, de carnet d'adresses et aussi de ressources à la maison. Pour ceux qui font de la production, vous pouviez avoir un matériel là-bas et autres. Et là, je vais donner l'exemple d'un jeune que j'ai rencontré il y a à peine 2 ans. La dernière fois, j'avais mis en statut que le fait d'entreprendre avec 0 francs, c'était possible. Il a dit que oui. Aujourd'hui, je fais de la photographie. Et j'avais commencé avec mon portable. Parce qu'avec maintenant les portables, les iPhones notamment, c'est très facile de pouvoir prendre des photos et de les modifier. Il a dit que j'ai commencé avec mon portable. Et aujourd'hui, j'ai 4 LED, je pense. Donc, ce sont les trucs des photographies. Et il a même un appareil photo. Donc, c'est simplement au fait qu'il faudrait bien réfléchir et de se dire qu'on peut le faire. Bien sûr, donc je prendrai même exemple, je dirais, pour raconter mon histoire. Je ne serai pas long, je ne vais pas entrer même dans les détails, mais je vais confirmer ça parce que je suis partie de rien. Donc, c'était avec 0 francs que j'ai commencé avec le business en ligne. Au début, je ne savais même pas que j'étais dans la vente en ligne. Donc, on a commencé sans connaître réellement ce que ça veut dire entrepreneur. Je le dis souvent, l'Africain a toujours été entrepreneur. Donc, nous, ce sont les concepts qui ont changé quand on dit entrepreneuriat. Donc, c'est du truc de ban. Donc, pour moi, quand je le faisais, c'était... au début, j'ai créé ça pour subvenir à un besoin. C'était ça, donc, ce qui m'a motivée, ce qui m'a poussée à le faire. Mais quand même, j'étais partie faire ce qu'on appelle la photographie, donc des choses comme ça, des sacs, des accessoires de femmes. Donc, mais c'était plus dans le style africain. Donc, avec les vax et tout. Donc, j'ai pris des photos, j'ai posté avec les réseaux-là que j'avais. Vous parliez tout à l'heure de carnet d'adresse. C'est pourquoi c'est important, le réseautage, le fait d'avoir une communauté. Donc, voilà. Donc, j'avais une communauté qui me soutenait comme ça. Ils ont acheté. Il y avait eu beaucoup de retours et des commandes. Et comme ça, donc, le gars, donc le fournisseur, il avait confiance en moi. Il voulait me donner même... les accessoires, ce qu'ils vendaient, les produits, mais je n'avais pas accepté. Donc, j'ai demandé de l'argent, la compte, comme vous l'avez dit, aux clients, ceux qui voulaient acheter. Avec la livraison gratuite, là, ce que j'ai amené comme touche nouvelle. Donc, j'ai pris les Njakanjai, les carapites, c'était ça, les carapites, les Njakanjai et les tatas. Donc, c'était vraiment difficile parce que j'étais à l'époque encore étudiante en première année. D'aller faire des livraisons jusqu'à la banlieue. C'était difficile, sans connaître le chemin. En plus. Non, je te jure, c'était l'enfer. Mais là, j'y ai cru. J'ai cru à mon projet. J'ai cru en moi. Donc, j'ai fini par, après ça,
avoir un peu de revenus à côté, ce que je me suis fait comme bénéfice pour pouvoir financer le réel projet là, ce que je voulais faire, et c'était le business en ligne avec ce que je vends même actuellement. Donc tout ça pour confirmer qu'on peut partir de rien et réussir à lancer son entreprise. Voilà, et aussi une autre touche. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'entreprises rayonner, même à l'international, ils n'ont pas de local. On ne voit jamais de local dans leurs publications. Et là, je vais parler de la marque Yafa Boutique, une cosmétique. Elle expose dans les pharmacies, mais on ne voit jamais sa boutique. En fait, elle n'a pas de boutique. Donc, juste pour dire la magie des réseaux sociaux. On a tous un portable, les passes, à partir de 100 francs, 50 francs, tu as un pass Internet. Donc, dire tout simplement qu'avec nos portables, nos smartphones, c'est très bien d'aller sur TikTok, prendre des vidéos, s'amuser. C'est très bien de se divertir, mais pas à la longue. Donc, il faudrait aussi, avec ces réseaux sociaux, essayer de maximiser son commerce, de le vulgariser, voilà, et faire en sorte que ça va amener des revenus au lieu de donner des revenus à quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ce que j'ai même dit à une sœur à moi, dire que moi, je ne cautionne pas le fait de passer 1 heure ou bien 2 heures sur les plateformes digitales à aider des créateurs de contenu à se faire de l'argent sans même pouvoir se faire de l'argent. Rester des heures sans pouvoir se faire de l'argent, là, donc, ça devient vraiment inutile. Alors qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut se faire de l'argent, créer des revenus, sources de revenus, juste avec ces plateformes qu'on utilise plus souvent, à l'image de TikTok, Instagram, Facebook, maintenant que tout est disponible. Alors, merci beaucoup Mbayang pour cette belle contribution. Ça a été vraiment pertinente. Donc, c'est ce que attendaient les téléspectateurs et les auditeurs. Maintenant, c'est ce qui va nous permettre de rebondir sur cette question quelles sont les clés de réussite en entrepreneuriat? Alors, les clés de réussite, elles peuvent être sous différentes facettes, mais je vais essayer de citer celles que j'ai eu à retenir durant mon chemin. Alors déjà, la confiance en soi. Tout à l'heure, le coach Karim en a parlé. Sans confiance en soi, en fait, comment est-ce que tu vas présenter ton produit? Et aussi, il y a le courage. Parce que se lever du jour au lendemain et dire que je vais faire de l'entrepreneuriat, ce n'est pas n'importe qui le fait. Et il y a aussi la détermination, la persévérance. Ça ne va pas être très facile de continuer. Franchement, quand on commence... Là, vous nous voyez, vous nous dites que nous sommes stables, mais est-ce que nous sommes réellement stables? Nous essayons de sourire comme ça à la caméra, mais nous avions d'énormes problèmes. Mais tout ça, nous ne le donnons pas, nous ne donnons pas cette image au public parce qu'il y a cette détermination à vouloir aller au sommet. Voilà, donc avant moi... Également, nous n'avons même pas le droit de montrer quelque chose, bien parce que nous devons transmettre des ondes positives à ceux qui font de nous des modèles inspirants. Donc, c'est pourquoi, même si on passe par des moments difficiles, quand on n'est pas stable, on ne le montre pas, on ne l'affiche pas. Voilà, donc la confiance en soi, le courage, la détermination, la persévérance, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider dans votre chemin. Mais aussi, un dernier conseil, le fait de ne jamais se détourner de son objectif. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent l'entrepreneuriat et il y a une offre là, on va te proposer un travail par exemple à 300 000 francs par mois. Tu vas te dire que bon, au lieu de galérer ici, je vais aller faire ce métier. Tu vas aller faire ce métier et peut-être l'année prochaine, tu vas avoir une autre personne qui a ton même projet le dérouler. Attention. Il y a pas mal de personnes aussi qui ont fait l'entrepreneuriat en étant salariés et aujourd'hui qui ont laissé ce travail tout simplement pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a dans ton chemin ici une offre qui est beaucoup plus omniprésente que ce que tu es en train de faire que tu vas laisser tomber. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, je vais donner un exemple d'une femme, une jeune actrice sénégalaise que beaucoup certainement connaissent mais ne connaissaient pas son histoire. Elle s'appelle Day Bintou Leye. Elle a interprété le rôle de Lal dans la fameuse série Maîtresse d'un homme marié. Donc Lal, tout simplement pour dire, tout simplement, je dis qu'on a des problèmes et on sourit à la caméra. Lal avait un problème quand elle est venue jouer son rôle d'actrice. Elle avait un atelier de couture et elle avait des difficultés financières. Et on lui a proposé d'intégrer une série dans laquelle elle va jouer les séries dans sa propre boutique. Et elle est allée louer une boutique, vous saviez où? À Sea Plaza. Sea Plaza, je pense que là-bas, ce centre commercial, déjà,
le loyer, le local de payer par mois, je pense que c'est 500 000 francs ou même plus par mois. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle ne s'est pas détournée de son objectif parce qu'elle était venue pour régler un problème. Si vous voyez, elle a fait son rôle de Lal dans la série Maîtresse d'un homme marié. Elle n'a pas continué, si vous voyez, dans le métier d'actrice, même si dans la même année, elle a reçu des prix. Elle est allée et son atelier de couture s'appelle Ebeno Couture. Ebeno, c'est vrai qu'on l'a si vous voyez, dans la toile. Voilà. Si vous allez encore à Sea Plaza, elle a ouvert un autre. Ça s'appelle maintenant Ebeno Home. Donc maintenant, il y a Ebeno Couture, Ebeno Store, Ebeno Home. Tout simplement dire qu'il ne faut pas se détourner de son objectif. Donc, elle est venue, elle a joué la série, mais elle avait toujours en tête que Mandefa am lima fi indi. Tesuma pareil, Jill fi luma fi indi. Demain, tout simplement pour vous donner ce conseil de ne pas dévier ce qui vous aviez amené. Voilà. Donc, Day Been Too Late, qui est vraiment un exemple à suivre. Beaucoup la voient comme ça à l'écran, mais elles ne savent pas. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Voilà, tout ce qu'elle a eu à endurer. Elle était sous les caméras alors qu'elle était là. Elle avait 1000 soucis dans la tête, mais elle a quand même tenu bon. Elle a été déterminée et elle a eu ce courage quand même de faire ce risque quand même, d'aller louer à Sea Plaza. Et vous savez très bien que les gens qui fréquentent là-bas savent que c'est très, très, très cher et très difficile même d'avoir un local. Donc, de passage, un très beau bravo à elle et aussi aux auditeurs qui nous suivent. Essayez de faire comme elle pour ceux qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de maintenir sa motivation entrepreneuriale parce qu'entreprendre, c'est difficile. Vraiment, surtout pour nous les femmes, quand on est à la tête d'une structure, quand on dirige une entreprise, c'est vraiment difficile. Il y a la société, il y a ce que tu disais tout à l'heure, ton entourage qui vont te dire que tu ne vas pas y arriver. C'est difficile, ça c'est pas fait pour toi. Tu es une femme, tu dois aller t'occuper de ton mari, les foyers. On va te même bousculer avec ce qu'on te dit aujourd'hui. Tu dois te marier, tu prends de l'âge. Tout ça, ce sont des paramètres vraiment à tenir en compte et pour dire qu'il faut toujours maintenir sa motivation entrepreneuriale pour pouvoir persévérer et aller de l'avant. Alors, Mbayang, nous ne sommes pas sans savoir qu'on est en mois de mars et qui dit mars dit la femme. Et aujourd'hui, le leadership féminin, c'est en avant, on en parle tout le temps et ça commence à prendre de l'ampleur. Si vous aviez des conseils à donner à nos femmes entrepreneurs, donc nos jeunes sœurs ou bien même toutes les entrepreneurs, quels conseils vas-tu leur donner? Alors, déjà qu'on est au mois de mars, je dirais tout simplement aux femmes de s'assumer et de faire en sorte aussi de s'imposer dans leur business, même si le client est roi, mais qu'après tout, nous sommes femmes et que nous devions nous imposer et que tout simplement, la façon dont nous nous comportons dans la vente, dans nos relations humaines, va faire en sorte que nous allions imposer le respect. Donc surtout, ne lâchez pas. Croyez en vous et osez, car le progrès est à ce prix, comme nous le dit Victor Hugo dans Les Misérables. Très intéressant et merci beaucoup Mbayang pour cette présentation. Ça fait toujours plaisir de vous voir, nous parler de ce sujet qui nous passionne à nous toutes, je dirais à nous tous, qui est l'entrepreneuriat. J'espère vous revoir bientôt dans les locaux de Télé-École pour d'autres interventions. Chers amis téléspectateurs de la Télé-École et auditeurs de la Radio-École, la 106.1, comme annoncé à l'entame de nos propos avec notre introduction, nous vous avions dit qu'on aura un invité chroniqueur sportif du nom de Ibrahima Khalil Laye, qui a eu malheureusement un imprévu et qui ne va pas nous rejoindre. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres rubriques avec un nouveau numéro de 10h midi où vous allez faire beaucoup d'autres découvertes, histoire d'apprendre et de développer votre personne. Tout d'avoir suivi cette émission, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres rubriques et d'autres thèmes. Merci beaucoup. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. 10h midi. C'est votre matinale éducative.